Okay, so, donc je vais repartir en anglais, je sais pas pourquoi. Donc bonjour à tous. Je vais tirer cette fin de journée et donc on va avoir le plaisir d'écouter trois orateurs. Donc on a eu un petit changement de dernière minute. Et donc Loïc Ferrer de Social Genetics va nous faire une intervention un peu plus longue que prévu euh, finalement. Et donc, nous allons commencer par une présentation d'Olivier Saut. Alors, Olivier, il est directeur de recherche au CNRS et il est responsable d'une équipe INRIA à Bordeaux qui est dédiée à la modélisation mathématique pour l'oncologie. Donc, ça paraissait très, très naturel que tu viennes nous présenter vos travaux ici. Donc, merci Olivier d'être là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça va être un peu sport, donc j'espère que ça ne va pas être trop décousu. Je vais essayer de parler rapidement un peu en gros, la philosophie de ce qu'on fait, peut-être les leçons qu'on en tire et les perspectives. Donc, effectivement, nous, on travaille sur la modélisation alors, ça passe pas, voilà, en oncologie. Donc, je voulais commencer par un exemple qui je trouve assez représentatif de ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est pas un truc forcément des plus récents, mais c'est un truc qui est voilà, très symptomatique. Donc, c'est sur les sarcomes, qui sont un groupe hétérogène de tumeurs qui se développent, par exemple, dans le muscle et qui sont des tumeurs relativement rares et pour lesquelles le pronostic est plutôt très mauvais. Donc, ces tumeurs rares, voilà, elles sont prises de façon relativement standard. Donc, il y a d'abord une chimiothérapie néoadjuvante pour faire réduire la tumeur, puis après, la thérapie qui va vraiment soigner, c'est-à-dire la chirurgie. Et le souci clinique, c'est que la chimiothérapie, elle n'est pas toujours efficace. Et donc, en la donnant aux patients, on prend potentiellement le risque de donner un traitement qui n'est pas efficace et qui retarde d'autant la chirurgie qui, elle, va être au moins à visée plus curative. Donc, la question qu'on se pose dans ce cas-là, c'est est-ce que grâce à l'IA, grâce à la modélisation, on peut essayer d'aider les radiologues ou les oncologues à mieux déterminer quels patients vont bien répondre à la chimiothérapie. Donc, c'était un projet qui avait démarré dans le cadre de la thèse d'Amandine Crombé, qui maintenant est radiologue au CHU de Bordeaux, et puis Cynthia Perrier, sur ces sarcomes qui étaient suivis à Bergonié. Donc, on part toujours d'une question clinique, et la première étape, c'est de définir la stratégie adéquate, enfin celle qui paraît le plus plausible pour réussir. Donc, il y en a pas mal. Alors, nous, historiquement, ce qu'on fait beaucoup, c'est la construction de modèles mécanistiques, donc dans lesquels on va traduire un peu les connaissances biologiques et médicales qu'on a sur la maladie sous forme d'équations, puis après qu'on va manipuler, qu'on va interroger, disons. Alors ça, j'en reparlerai un petit peu après. Mais là, alors je vais vous expliquer pourquoi après, ce n'était pas forcément adapté dans ce cadre-là. Et puis après, il y a toutes les techniques plus, disons, fancy, entre guillemets, autour du machine learning, que ce soit avec les radiomiques dont on a parlé, où on va regarder la texture typiquement, ou avec l'apprentissage profond, on va carrément construire des réseaux de neurones profonds pour essayer de corréler l'entrée qui va être les données de suivi du patient avec la bonne ou mauvaise réponse à la chimiothérapie. Donc, dans ce cadre-là, comme c'est souvent le cas sur les tumeurs rares, on a relativement peu de patients, donc on a des cohortes qui sont petites. Vous savez bien que tout ce qui est apprentissage profond, on essaie d'estimer des millions de paramètres. Donc, si on a des petites cohortes, c'est souvent assez problématique. Donc, enfin, en tout cas, initialement, sur ce problème-là, on ne s'était pas posé la question de l'utilisation de l'apprentissage profond pour cette raison, parce qu'on n'avait pas assez de patients. Et il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'est que on a un petit suivi longitudinal, puisqu'on va essayer de regarder l'évolution de la maladie pour prédire la réponse à la chimiothérapie. Donc, comme toujours, on part puisqu'on essaie de répondre à une question clinique, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment guider les gens qui développent des outils d'IA pour la médecine. On part de la prise en charge classique des patients, qui est la suivante. Donc, il y a une IRM de diagnostic à la base, et puis après, il y a un cycle de chimiothérapie, puisqu'on a dit qu'on s'intéressait aux patients qui avaient une chimio néoadjuvante. Et au bout de 2 cycles de chimio, il y a une nouvelle IRM. Et la chimio
typiquement, elle fait 6 cycles, donc 2 cycles, on est au premier tiers, donc on n'a pas fait tout le traitement. Donc, si on peut à ce moment-là avoir une réponse, c'est quand même intéressant. Puis après, il y a la chirurgie, la radiothérapie. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'en se basant sur ce suivi un peu initial, donc baseline plus 2 cycles, est-ce qu'on peut déterminer s'il y a quelque chose qu'on voit dans l'image qui va être corrélé à l'efficacité de la chimio? Donc, on commence par regarder les images. Et puis, voilà, la question tout de suite, c'est comment est-ce qu'on va traduire de façon quantitative l'évolution de la maladie entre ces 2 examens pour quantifier la différence et la relier à la réponse. Donc, il y a des trucs qui existent en routine, notamment tout ce qui va utiliser le RECIST. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, tous les défauts du RECIST, qui revient essentiellement dans ce cas-là à mesurer le plus large diamètre de la tumeur. Donc, on voit que c'est très réducteur. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la prise en charge radiologique, elle n'est pas exploitée du tout si on se limite au RECIST. Donc l'idée de départ, c'était est-ce qu'on peut faire mieux à partir de l'imagerie qui est disponible en routine en allant plus loin que le RECIST. Et là, on a 2 examens. Donc l'idée, c'est de regarder la différence, comme j'ai dit. Donc notre stratégie, c'était on va faire du delta radiomique. Ça veut dire qu'on va extraire des caractéristiques à baseline et après 2 cycles, et on va essayer de voir s'il y a une différence qui est significative. Donc, on a fait ça. Alors, on a eu des super exposés avant sur comment ça se déroulait, la radiomique, etc. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, ce que je voulais montrer, c'est que ça ne marche pas trop mal. On est content. On a utilisé Random Forest, qui est un algo qui marche très souvent, enfin, voilà, qui est relativement robuste. Et là, en fait, commence le vrai travail, j'ai envie de dire. Parce que le déroulé un peu naïf et brutal des méthodes radiomiques, ça, c'est à la portée de... Enfin, finalement, ce n'est pas très compliqué, en fait. Hein, donc, c'est ce qui fait le charme et à la fois le défaut de ce type d'approche. Donc, on a des résultats satisfaisants, qui ne sont pas fantastiques, hein, donc on ne pourrait pas tout à fait envisager de mettre ça en clinique. Il y a des patients qui sont mal prédits, c'est toujours intéressant de voir les patients qui sont mal prédits, parce que des fois, ils ont quelque chose de particulier. Là, il se trouve que dans ce cas-là, ces patients-là, des fois, ils avaient des profils qu'on aurait peut-être pu déterminer a priori, donc enrichir l'algorithme par rapport à ce qu'on connaît de la maladie et du coup, in fine, d'améliorer les résultats. Et donc, voilà, on a ça, on fait un papier, voilà, on est très content. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose? Alors, déjà, il y a un truc dont on a parlé aussi avant dans les exposés, c'est qu'un algorithme, c'est très bien, mais ce qui est intéressant, c'est s'il peut être aussi interprétable, s'il peut être mis en question par le clinicien, et s'il peut aller au-delà d'une réponse binaire, oui ou non, je réponds bien à la chimiothérapie. Donc là, il se trouve que ce qui était sympathique avec le travail qu'on a fait, c'est qu'on a vu que assez facilement, avec 3 caractéristiques simples, on arrivait à un algorithme qui avait des bonnes performances. Donc ça, c'est bien parce que 3, c'est un chiffre qui correspond à peu près à ce que l'esprit humain peut absorber comme multiparamétrique. Hein. Au-delà, on a du mal un peu à tout analyser. Donc là, on a 3 caractéristiques simples qui en plus sont reliées un peu à la biologie. Donc il y a celle du milieu qui est sur la forme, parce que la radiomique, ça extrait pas mal de caractéristiques de forme. Donc là, il y a l'élongation, donc on peut dire que c'est relié à la façon dont la tumeur va s'allonger le long des muscles. Ça, c'est... Voilà. Il y a quelque chose sur l'histogramme qui est relié à la fois donc, finalement, la texture, puis à tout ce qui va être processus nécrotique. Et puis, il y a une caractéristique alors, qui n'est pas naturellement présente dans une radiomique, qui est reliée à l'œdème. Donc, l'œdème, c'est la zone péritumorale. Donc, je vous rappelle que la méthode standard de faire des radiomiques, c'est de segmenter la lésion et de faire l'analyse de texture dans la lésion. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'une des caractéristiques importantes, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on s'était limité à la segmentation de la lésion. Donc ça, déjà, c'est important parce que ça veut dire que si vous n'avez même pas l'expertise médicale de départ qui est de dire que la zone péritumorale dans ce cadre-là est importante, déjà, vous avez assez peu de chances de construire des algos intéressants. Bon, donc ça lance une première discussion, on a des résultats satisfaisants, on voit qu'on a un modèle qui est plus ou moins interprétable puisqu'on peut savoir s'il donne la réponse, quelles caractéristiques a contribué. On voit tout de suite que la zone péritumorale, c'est quelque chose d'important. Alors, dans ce cadre-là, dans d'autres cadres aussi, dans pas mal de cadres, c'est une limitation des approches radiomiques, parce que les approches radiomiques nécessitent une segmentation des zones d'intérêt. Donc là, ça veut dire que si vous voulez appliquer ça, il vous faut segmenter la lésion, il vous faut segmenter la zone péritumorale, qui est assez souvent complexe à segmenter. Alors, voilà, il y a des méthodes où on va définir, on va prendre la zone de la lésion, on va l'étendre de 5 mm. Voilà, il y a plein de manières de faire ça. Il y a quelque chose d'aussi intéressant qui n'est pas tout le temps fait, c'est regarder les patients qui sont mal prédits, parce que ceux-là, ils sont aussi révélateurs de quelque chose. Donc, quand on veut faire du développement sérieux d'algorithmes, il faut qu'il y ait cette boucle de rétroaction avec les cliniciens.
Et évidemment, les performances ne sont pas idéales. C'était une étude qui était monocentrique. Donc, si on voulait aller plus loin, il faudrait généraliser et faire du multicentrique. Bon, il y a une question qui a été posée aussi, c'est quel nombre de patients il faut. Donc là, il y a quelques petits outils mathématiques qui sont assez rigolos. Par exemple, il y a un papier relativement récent là-dessus sur comment on peut extrapoler à partir des performances sur une cohorte donnée pour voir si en augmentant un peu la taille de la cohorte, on a espoir d'avoir des performances bien meilleures. Donc voilà, la question c'est à ce stade-là, est-ce qu'on est près d'un transfert clinique? Alors, il y a juste un truc, voilà, peut-être je suis obsédé par ça, mais il y a quelque chose qu'on voit beaucoup dans ce domaine, c'est les data challenges. Alors ça, je pense que c'est très souvent une mauvaise idée en fait. Les data challenges, c'est bien, c'est vous construisez une base, a priori, vous construisez une base de données d'exemples. Donc vous faites travailler pas mal de médecins ou de radiologues dans différents centres, vous agrégez tout ça, et puis vous dites après à des spécialistes de l'IA, voilà la base, voilà ce qu'on veut comme outcome, maintenant battez-vous, voilà, essayez de construire l'algorithme qui marche le mieux. Donc ça, initialement, c'est une bonne idée. Donc après, se pose évidemment la question de la maintenance de la base au fil du temps. Mais très vite, en fait, ce type d'approche va lancer des dérives qui sont assez dommages, je trouve. C'est qu'on va se concentrer sur des benchmarks autour de ces datasets de data challenge. Et toute la littérature va se concentrer là-dessus. Et le but des travaux dans ce contexte-là, ça va être d'optimiser les métriques de construction des datasets. Et ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas de rétropropagation sur les aspects cliniques. Donc, c'est très dommage parce que souvent, la base de données, elle n'est pas vraiment construite pour des cliniciens. Ça a été abordé avant. Tous les cas ne sont pas identiques. Hein. Les cas qui sont très faciles à classifier, finalement, ce n'est pas ceux-là qui sont intéressants. Et pourtant, si vous faites des métriques standards, ils vont compter autant que les cas très difficiles qui sont ceux qui intéressent vraiment les cliniciens. Ensuite, voilà, vous vous concentrez sur des métriques qui ne sont peut-être pas pertinentes pour les cliniciens, et puis vous n'avez pas forcément de feedback derrière sur l'utilisation de l'algo que vous avez construit en routine. Donc ça, voilà, je trouve ça un petit peu dommage que, alors c'est aussi dû à la façon dont la communauté a été construite, qui vient beaucoup de l'ingénieur, comme Nikos l'a dit, finalement, il n'y a pas énormément de développement mathématique là-dessus, donc voilà, c'est une philosophie qui est très ingénieure. Alors pourtant, si on veut vraiment aller dans le clinique, il y a pas mal de questions qu'il faut se poser. Donc là, c'est le pipeline classique pour faire des radiomiques. Il faut partir de l'acquisition. Donc l'acquisition, il y a un certain nombre de paramètres. Ça dépend du centre. Après, vous segmentez, ce qui peut varier suivant vos manuels, suivant vos algos de segmentation. Vous avez la façon dont vous allez processer ces images, extraire les caractéristiques. Donc il y a différents paramètres aussi qui jouent. Évidemment, vous avez sélectionné les features parce que les caractéristiques, parce que vous êtes en grande dimension avec des cohortes relativement petites. Et puis après, il y a le choix de l'algorithme, il y a la façon dont vous le validez, dont vous choisissez l'ensemble d'entraînement, etc. Donc, il y a énormément de sources d'incertitude. Et toutes ces sources d'incertitude posent aussi la question de est-ce que je peux construire un algorithme qui soit reproductible? Donc ça, c'est super important avant de se lancer bille en tête dans la construction d'un algo et puis de s'arrêter dès que c'est fait, de se dire que si on veut vraiment une application clinique, il faut se poser ces questions. Alors, ce n'est pas toujours amusant, en fait, de se poser ce type de questions, de regarder l'influence des paramètres d'acquisition, c'est de regarder l'influence des paramètres d'extraction des caractéristiques, ce n'est pas super excitant non plus, pourtant c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'il faut faire. Ensuite, évidemment, les gens ont essayé de corriger ces biais, donc c'est pour ça qu'on a parlé avant dans les exposés aussi de standardisation, par exemple de l'extraction des caractéristiques. Tout ce qui est multicentrique, il y a des gens qui travaillent sur comment je m'arrange pour que les données qui sont extraites dans le centre A, je puisse vraiment les comparer aux données qui sont extraites dans le centre B. Donc, on va harmoniser les caractéristiques. Donc là, par exemple, il y a une méthodologie qui s'appelle Combat, qui est relativement simple, que je ne vais pas détailler, mais qui marche plutôt bien. Après, il y a des gens qui utilisent des réseaux de neurones pour harmoniser entre les centres. Donc ça, c'est important si vous voulez aller vers la clinique. Et puis, de toute façon, il faut quantifier ces incertitudes. Et puis aussi, je pense que quelque chose qui est important, c'est de permettre ce feedback entre les cliniciens et les algorithmes pour qu'on puisse en permanence interroger les algorithmes pour que les cliniciens soient convaincus, ce dont tu as parlé Foucault avant, que l'algorithme ne met pas à déconner tout d'un coup. Donc là, il faut sortir, le clinicien puisse sortir un cas qu'il connaît très bien, le présenter à l'algorithme et voir ce que ça donne. Typiquement, c'est quelque chose d'important. Ensuite, dans
les approches radiomiques, on a vu que la segmentation est cruciale, parce que c'est à partir de ça que vous allez extraire les caractéristiques. Donc, c'est très connu aussi qu'il peut potentiellement y avoir beaucoup de variabilité entre les opérateurs, qu'en plus, c'est une tâche qui est très fastidieuse. Donc, bon, voilà, on ne peut pas vraiment... c'est assez irréaliste d'imaginer que les radiologues ou les cliniciens vont avoir le temps de faire une segmentation de 3D en routine dans leur emploi du temps déjà super chargé. Donc, si on veut vraiment aller vers le transfert clinique, il faut travailler sur ces méthodes de segmentation automatique. L'avantage, c'est que un algo de segmentation automatique, finalement, le fait qu'il soit une boîte noire, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'en sortie, vous avez une segmentation que vous pouvez superposer à l'image, et puis le radiologue, directement, il va pouvoir observer la segmentation et puis regarder si elle est bien ou pas. Donc ça, c'est un aspect important que vous devez intégrer dans la construction du pipeline RadioMix. Et après, les méthodes de segmentation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a voilà, plusieurs approches où vous faites du deep learning. Donc là, il y a des réseaux qui sont très connus avec UNet, puis vous intégrez tous les développements, les transformers, etc. Vous pouvez aussi faire de la classification par voxel, si vous avez la multimodalité par voxel, donc par machine learning classique, comme on a fait, par exemple, nous, pour essayer de segmenter l'œdème des sarcomes. Et le gros problème aussi, c'est que, ça a été évoqué, c'est que l'étiquetage de tout ce qui est médical, c'est quelque chose qui est à la fois qui prend du temps, ensuite ça demande de l'expertise, et donc c'est quelque chose finalement qui coûte très cher à tous les points de vue. Donc la segmentation, c'est aussi, voilà, imaginez bien que contourer en 3D un sarcome, ça prend énormément de temps, donc on ne peut pas vraiment se baser entièrement sur des méthodes qui soient de l'apprentissage supervisé là-dessus. Donc, les perspectives, donc, quels sont les problèmes? Alors, là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je pense que c'est bien peut-être de le rappeler. Donc, les données, il y en a souvent quand on travaille, en tout cas sur les tumeurs qui sont relativement rares, il y en a peu. Donc, c'est des petites cohortes qui sont très déséquilibrées. Donc ça, heureusement, il y a des méthodes statistiques pour un peu limiter l'influence de ces choses-là. Le fait que c'est des petites cohortes, ça vous limite aussi l'application, tout ce qui va être très, très coûteux en taille de cohorte, voilà, on ne peut pas forcément le faire. Donc, il y a des méthodes d'apprentissage profond qui marchent très, très bien sur des énormes bases de données qui ne vont pas être applicables. Ensuite, le fait que l'étiquetage soit coûteux, ça a été évoqué aussi. Il y a toutes les méthodes qui vont nécessiter moins de supervision, donc la supervision faible, la semi-supervision ou l'autosupervision, donc qui sont des méthodes qu'il faut développer. Le fait que je pense que ça, c'est crucial, c'est que décorréler la construction de l'algorithme de la connaissance biologique, la connaissance médicale, c'est une aberration, puisque chaque pathologie est différente. Et évidemment, les radiologues ont une expertise sur la maladie qu'ils ont intégrée de façon consciente ou inconsciente, qui serait vraiment dommageable de ne pas intégrer dans les algorithmes si on peut le faire. Donc, ça peut se faire en rajoutant des modalités qui sont importantes, par exemple sur l'imagerie. Et des fois, typiquement, là, l'œdème, c'est important de rajouter ça comme information. Ça peut être aussi de rajouter des contraintes sur les algorithmes, parce que si vous segmentez une vascularisation, c'est évident que la forme c'est important c'est intéressant de réussir à mettre dans votre fonction coût, dans votre réseau, le fait que ce que vous attendez à la sortie, ça doit avoir la forme d'un arbre vasculaire. Voilà, c'est des choses comme ça. Et ensuite, il y a quelque chose qui est relativement peu traité, c'est le fait que les pathologies peut-être pour lesquelles l'aide de l'IA est intéressante, c'est des pathologies qui nécessitent un suivi de patient, parce que quand il y a une pathologie critique pour laquelle il faut répondre très très vite, finalement l'algorithme, est-ce qu'il a vraiment un intérêt quand vous devez décider du jour au lendemain de lancer un traitement? Peut-être c'est plus intéressant si l'algorithme vous aide à mieux suivre le patient. Donc, ça pose des problèmes de suivi temporel de la maladie. Donc, ce sont peut-être des méthodes d'apprentissage ou d'assimilation de données un peu différentes. Et puis, il y a tout ce dont j'ai parlé, l'incertitude, la robustesse et l'interprétabilité. Alors, juste, je voulais finir en disant que des fois, il y a des vieilles techniques qui ne sont pas forcément les plus mauvaises. Donc, je prêche un petit peu aussi pour ma paroisse. On parle beaucoup d'apprentissage statistique, d'apprentissage profond, mais il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est la modélisation mécanistique. Et il se trouve que des fois, ça surpasse nettement tout ce qui va être apprentissage. Donc là, je vous donne un exemple autour des méningiomes, donc qui sont des tumeurs qui évoluent pas très vite. Donc la question du suivi se pose vraiment, parce que on veut suivre le patient, décider comment on planifie les examens, etc. Comment on prédit ce qui est un patient que sa maladie risque de grossir fortement ou pas. Donc là, on vous a présenté un petit peu le contexte. Donc, vous avez
un crâne de patient avec le méningiome qui va grossir un peu à l'extérieur du crâne, et du cerveau, pardon, qui peut pousser sur ce cerveau. Et puis, suivant la localisation de la maladie, il y a différentes stratégies possibles. Si elle est mal située, c'est évident que la chirurgie, on va essayer de l'éviter, alors que s'il est situé à une zone qui n'est pas forcément compliquée, on va favoriser la chirurgie. Donc, il y a vraiment une problématique de suivi et déterminer à quel point on suit le patient. Donc ça pose des questions qui sont relativement simples. Vous avez 2 examens d'un patient, ou 2 ou 3, et vous voulez savoir, comme la météo, j'ai l'histoire du temps sur les 2, 3, 4 derniers jours, je veux savoir quel temps il fera demain. Donc c'est exactement ce genre de questions qu'on essaie de regarder. Et pour ça, on est parti initialement sur une base qui était d'une petite cinquantaine de patients du CHU de Bordeaux, mais qui depuis a quasiment décuplé. Et puis, avec pour chaque patient 3 examens de tumeurs qui ont été segmentés. Alors là, c'est bien parce que les méningiomes, ça se segmente facilement. Je pense que même à l'œil nu, vous les voyez. En modulo, peut-être quelques petites zones, mais qui ne sont pas très graves. La modélisation mécanistique, c'est quoi? C'est vraiment injecter de la connaissance biologique ou médicale de la maladie dans les équations. Donc, de rajouter des contraintes un peu sur le modèle que vous construisez. Donc là, rapidement, le méningiome, voilà, c'est une évolution qui est lente, qui est complètement 3D, puisque c'est dans le crâne. C'est une tumeur qui est relativement homogène en texture. Et puis, ça grossit sur une partie dure du crâne. Donc, ça grossit essentiellement qu'il y a une direction dans laquelle il n'y a pas du tout de croissance. Donc, il y a toujours cet équilibre à trouver entre la description, le niveau de la description que vous mettez dans votre modèle mathématique, et puis le fait que vous arriviez à calibrer ce modèle pour le patient. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Donc, dans ce cas-là, on a construit, je vais y arriver, un modèle mathématique à partir d'équations simples, puisqu'on veut le calibrer sur les patients. Donc, c'est le modèle de Compers. Donc, c'est des équations dérivées partielles. Donc, ce modèle simple qui va décrire la croissance d'un méningiome, il a 2 paramètres essentiellement. Et puis, alors, il y a un truc assez magique qui se passe, c'est que quand vous l'intégrez, vous réussissez à trouver un modèle qui vous décrit l'évolution du volume de la tumeur, qui dépend des mêmes paramètres. Et sauf que vous transformez une EDP en ODE, donc simuler, ça va beaucoup plus vite, parce qu'effectivement, quand vous voulez adapter un modèle mécanistique à un patient, il vous faut trouver les paramètres. Donc, c'est comme l'histoire de la météo, trouver les paramètres qui vous permettent de reproduire le temps d'hier et avant-hier. Une fois trouvé, vous laissez tourner le modèle, ça vous donne le temps de demain. Là, c'est la même chose. Donc, chaque patient, il aura son jeu de paramètres qui permet de reproduire son histoire. Mais pour faire ça, il faut simuler un certain nombre de fois le modèle. Et plus le modèle est complexe, évidemment, plus ça prend de temps. Et des fois, ça prend tellement de temps que c'est pas réaliste de l'envisager dans des temps crédibles. Donc, pour ça, il y a pas mal de méthodes. On a parlé avant des méthodes de gradient et des méthodes de Monte-Carlo, il y a plein de choses. Donc là, ce qu'on a fait dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est comme on a un modèle ODE, donc une équation différentielle ordinaire, on peut la simuler de façon répétée à moindre coût. Donc, on a utilisé une méthode par modèle AFMX avec Monolix pour estimer les paramètres au niveau à la fois de la population et des individus. Et donc ça, c'était pour vous convaincre que ça marchait pas mal. Vous voyez que chaque plot, c'est un patient, et chaque point, c'est des mesures de volume qui ont été faites par les neurochires du CHU. Et puis le trait rouge, c'est le fit du modèle sur les points. Donc ce qui marche pas mal. Et puis après, ce que vous pouvez faire, l'avantage, c'est que cette méthode, ça vous donne un a priori sur les paramètres que vous pouvez utiliser quand vous avez par exemple que 2 examens pour un patient pour faire une prédiction pour le 3e. Ça nous permet de vérifier un peu si le patient est prédictif. Et c'est ça qu'on a fait. Donc là, vous voyez, par exemple, la courbe en bas à droite, là, qui vous montre le volume mesuré par rapport au volume prédit par le modèle. Donc, vous avez calibré sur une population, un nouveau patient arrive, vous utilisez 2 examens pour prédire le 3e. Ce qui pourrait être une application clinique. Voilà, j'ai vu mon patient 2 fois, je veux savoir dans combien de temps je planifie le 3e examen pour être sûr de ne pas louper une évolution un peu dramatique. Voilà, là, voilà, vous avez une prédiction, vous pouvez comme ça jouer sur cette prédiction pour ajuster le 3e examen. Donc là, on voit que en tout cas, il y a un fit qui est quand même pas mauvais entre les prédictions et le volume mesuré. Et comme je vous ai dit, c'est un modèle une EDP au départ qui se réduit à un ODE.
mais on peut revenir à l'EDP de départ et faire des simulations spatiales, et c'est ce qu'on a fait là, en comparant la simulation spatiale par le modèle spatial avec l'observation, la segmentation qui a été faite par le neurochirurgien. Donc là, ce que vous avez en bleu, c'est la segmentation du neurochir, et puis en rouge, c'est la segmentation, c'est la simulation du modèle. Et puis à droite, c'est les métriques, ce dont je parlais avant sur les data chain. Donc c'est des dice qui permettent de voir que quand même les erreurs de forme sont pas mauvaises. Donc, ce genre d'approche, voilà, les problématiques, c'est l'assimilation de données et la personnalisation. Donc, comment j'adapte un modèle à un patient. Il manque quelque chose qui serait l'équivalent des effets mixtes pour les ODP. Alors, ça, c'est une banalité de dire ça, mais si on avait ça, ce serait voilà, super pour vraiment étendre l'utilisation des ODP sur des problématiques cliniques. L'avantage aussi de ces approches, c'est que maintenant, vous avez une distribution des paramètres dans la population. Donc, vous pouvez faire ce qui s'appelle des cohortes virtuelles, ce qui plaît beaucoup. Parce que vous pouvez générer un patient synthétique à partir de ces lois de distribution que vous avez sur les paramètres. Sur ce cas précis, ce qu'on essaie de faire, c'est travailler sur la segmentation, de passer au multicentrique. Et voilà. Donc, je crois que je dois être à peu près dans les temps. Je sais. Peut-être sinon je déborde beaucoup, alors je vais arrêter. Voilà, ce à quoi je crois vraiment, ce qui est un peu, alors c'est décousu, je suis désolé, c'est qu'il faut vraiment nourrir les modèles avec de la connaissance médicale et biologique, et que sinon, tous les algorithmes qui sortent, ils auront une durée de vie très très limitée, parce que dès que vous allez changer changer l'appareil, il faudra tout refaire. Enfin voilà. Bon, et puis de toute façon, c'est assez, comme a dit Foucault, je pense que voilà, découpler les deux, ne pas associer les médecins à ça, c'est totalement absurde. Donc voilà, je vais finir d'enfoncer des portes ouvertes et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Olivier pour cette présentation et la vue d'ensemble de ce qu'on peut faire en modélisation. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Je ne vois pas de main levée, non. Donc n'hésitez pas si vous avez des points que vous voudriez revoir avec Olivier. Moi, on a discuté ce matin de qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que le machine learning et finalement, tes ODE ou tes ODP, on les voit aussi comme des méthodes de machine learning. Et du coup, ma question serait, quand est-ce que tu vas plutôt partir vers l'un, modèle mécanistique, ou vers vraiment des méthodes de prédiction type forêt, comme tu as montré au début voilà, est-ce que tu peux nous donner des petites billes pour voir dans quel cas l'un va être intéressant plus que l'autre, ou bien est-ce qu'il faut comparer les deux, etc. Je pense que la différence, c'est l'information temporelle. C'est-à-dire quand on a un suivi long, donc sur les pathologies qui évoluent pas vite, ou quand on a des traitements, là, les modèles mécanistiques, à mon avis, vont permettre de mieux traduire ce qui se passe biologiquement, parce qu'on peut intégrer, bien sûr, de façon simple, mais l'effet d'un traitement, par exemple, l'émergence de résistance, c'est des choses qu'on peut mettre dans les modèles, qui sont plus dures à mettre dans des approches qui sont, par exemple, des approches radiomiques, c'est quelque chose qui est impossible à mettre, parce qu'il n'y a pas vraiment de connaissance de la maladie qui sont injectées dedans. Donc, par rapport à d'autres pathologies ou alors des problématiques qui sont vraiment du diagnostic sur une image, sur un examen, où là, évidemment, on ne peut pas construire de modèle si on a un seul examen, on n'a pas d'information temporelle. Ou alors d'autres types de modèles. Mais je pense que c'est ça la ligne de... En tout cas, la distinction entre les deux. Mais on pourrait imaginer d'avoir des méthodes de prédiction type je sais, enfin, des modèles descriptifs pas ODE ou des méthodes type forêt ou boosting qui soient pour des données répétées. Tout à fait, mais de toute façon, ça va reposer sur une interpolation de ce qui se passe entre les temps. Et donc là, je me dis que mettre un modèle mécanistique, c'est contraindre l'interpolation entre les temps. Donc, c'est pas juste dire que c'est un truc linéaire ou un truc exponentiel, c'est un peu plus que ça. C'est mettre de la connaissance dessus. Oui, tout à fait. Oui. On a des questions. Donc, pour prédire l'évolution des tumeurs, recommandez-vous de rapprocher des examens de suivi? Les algorithmes seraient-ils plus fiables? C'est une question assez récurrente sur le monitoring des patients.
effectivement, Alors, l'optimisation du monitoring. ouais, ce que j'ai présenté, s'il ne se passe rien entre des examens, le modèle va prédire qu'il ne se passera rien. Donc, c'est pas si on rapproche trop, évidemment, ça ne sert à rien. Si on l'éloigne trop, on va extrapoler à partir de données qui sont lointaines, donc ça ne va rien donner non plus. Donc, de toute façon, la fenêtre d'intérêt, elle est limitée. Mais après, l'avantage, c'est une fois qu'on a un modèle comme ça, on peut tester des scénarios. On peut dire, je veux être sûr que je veux planifier mon examen pour être sûr de ne pas louper une évolution de plus de 20% ou un truc comme ça. C'est un peu ça que je vais plutôt de dire, je vais prendre 6 mois pour tout le monde. Je vais me baser sur l'histoire du patient pour ajuster un petit peu plus. Puis le clinicien ou l'oncologue, il aura aussi son idée. Et puis voilà, ça lui donnera. Je pense que, comme a dit Foucault, on ne va jamais remplacer ni les radiologues ni les cliniciens avec des algorithmes, mais c'est du complément. On a une autre question sur les approches mécanistiques. Quelles sont les pistes pour appréhender l'hétérogénéité spatiale, selon toi? Alors ça, c'est compliqué. Alors, si on voit de l'hétérogénéité spatiale qu'on veut en mettre, ce qu'on a fait, c'est par exemple, on peut mettre différents types de cellules cancéreuses qui vont évoluer par différents comportements. Et puis, on peut dire par exemple que les cellules nécrotiques, elles vont être d'une intensité peut-être plus basse que les cellules qui sont très actives. Et de cette façon-là, essayer de reproduire des images virtuelles qu'on va comparer aux observations. Ça, du coup, c'est compliqué parce que si on a une seule modalité d'imagerie, il faut accumuler toute cette hétérogénéité des cellules dans cette modalité. Par contre, si on a plusieurs modalités, on peut espérer un peu plus. Par exemple, si on a en IRM, si on a du flair, donc on peut dire que par exemple, sur le flair, on va peut-être voir plus les cellules invasives. Sur le T1 GADO, on va voir peut-être les cellules qui sont plus actives. Donc, on peut commencer à construire un modèle un peu plus complexe. Mais la limitation, c'est toujours ce que j'ai dit. On est quand même limité par les données qu'on a pour calibrer les modèles. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'on a pris un petit peu de retard. Merci Olivier.